Bonjour à tous, je vous propose de commencer la soirée. Si tout le monde peut venir s'installer, s'asseoir sur les bancs. Donc, merci à tous d'être présents et puis bienvenue à l'ENSAB pour ceux qui sont extérieurs. Merci Madame la Directrice de nous prêter la salle et puis de nous permettre de présenter le projet ce soir. Merci au service technique aussi de l'école d'architecture, en particulier le service communication, Carole qui nous a beaucoup aidé dans la préparation de cette soirée. Et puis aussi les étudiants de Team Solar qui ont participé à la mise en place de l'exposition qui se trouve dans le hall et qu'on pourra aller voir après cette petite conférence. On vous propose une petite conférence d'1 heure max, on ne va pas traîner plus, pour vous rappeler un petit peu ce qu'on fait depuis 4 ans et vous présenter les dernières actualités, en particulier le chantier qui s'est déroulé cet été à Xiamen en Chine. Je vais laisser un petit mot d'introduction à Madame la Directrice, Marie-Christine Renard, et puis après on va présenter le projet. Bonsoir à tous, merci. C'est d'abord un grand honneur et un plaisir d'être là ce soir et puis d'accueillir ce petit point d'état de l'équipe. Un projet qui nous tient beaucoup à cœur, nous, école, parce que ça conforte aussi le rayonnement de l'école, sa capacité à investir des lieux différents, que ce soit à Rennes, que ce soit en Bretagne et que ce soit beaucoup plus loin dans le monde. Cette capacité aussi à prouver qu'on est capable de développer des projets très opérationnels puisque ça aboutit à des prototypes échelle 1 et ça c'est aussi la preuve qu'on est capable de mener des projets aussi bien avec des préoccupations très en amont sur des territoires larges et puis de les mettre en œuvre avec des choses assez précises, assez techniques. Et d'autant plus techniques qu'elles sont faites en lien avec une série de partenaires qui vont vous être aussi présentés et qui permettent d'avoir des projets de haute pointure technique. Donc merci d'être là ce soir, merci à l'équipe du Solar qui est très investie et puis ça marque aussi un point d'étape transitoire et nous permet de voir un petit peu comment on va se projeter dans la suite de cette belle aventure, que ce soit loin mais aussi localement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir développer comme nouveau projet pour que ce soit vraiment que le début d'une belle aventure. Merci à vous. Merci. Donc, Team Solar Bretagne, une association qui fédère donc 8 établissements, l'école d'architecture de Bretagne, le lycée Joliot-Curie, Rennes 1, Rennes 2, l'INSA de Rennes, les Compagnons du Devoir, l'Université de Bretagne Sud et les Beaux-Arts. Donc, l'idée au travers de Team Solar, c'est de fédérer ces institutions, de faire travailler des compétences différentes ensemble, c'est la question du faire ensemble, sur l'habitat de demain et l'éco-construction. Alors ça, on ne le fait pas seul, on le fait avec ses partenaires académiques, mais aussi avec des partenaires entreprises et institutionnels qui nous soutiennent pour développer et faire émerger le bâtiment durable breton de demain. Donc ça fait 4 ans que Team Solar existe, et depuis 4 ans, on a fait un petit bout de chemin. En 2013, quand on commence à travailler ensemble, on se rencontre, on fait des journées techniques, des journées thématiques ou des journées plénières. Et au cours de ce travail collaboratif entre ces établissements et ces compétences différentes, se développe un premier concept, le concept T+T, qui veut dire maison plus maison en breton. C'est une proposition pour rénover un habitat existant, aligné en bord de rue, et densifier sa parcelle en construisant un nouveau logement. Et en incluant une réflexion sur le partage, puisqu'entre cette maison existante et cette nouvelle maison qu'on vient installer dans le jardin, on inclut un espace de partage. Alors je reviendrai un petit peu en détail après sur les enjeux qui sont associés à T+T. Et donc, Team Solar, c'est aussi d'aller se confronter à la question de construire et de mettre les mains à la pâte et d'aller expérimenter des constructions à l'échelle 1. Donc en mars 2016, on construit un premier prototype issu de cette réflexion T+T. Donc c'était une première pièce, donc une première réussite aussi pour l'équipe qu'on a fait avec des partenaires et qui nous ont donc permis de construire ce prototype bêta. Et la même année 2016, à peu près la même période, on dépose un appel à projet pour cette compétition internationale, le Solar Décathlon. Et on est retenu pour participer en tant que seule équipe française
à cet événement international. Donc on reviendra en détail sur ce qu'est le Solar Decathlon un petit peu après. En gros, ce sont les Jeux Olympiques de l'habitat qui donc aura lieu l'été prochain à Dezhou dans la province du Shandong, province jumelée avec la Bretagne. Et on sera donc la seule équipe française participante. Et alors depuis cette expérience, on est aussi appelé sur le territoire pour expérimenter aussi nos savoir-faire sur la question du bâtiment durable. Et qu'est-ce que c'est pour nous le bâtiment durable de demain? Ce sont ces mots-clés ici. C'est le bâtiment bas carbone, l'utilisation des matériaux biosourcés. C'est le bâtiment à énergie positive et les scénarios de smart grids, redistribution de l'énergie, et en lien aussi avec les enjeux de la transition numérique du bâtiment, donc la conception BIM, la réalité virtuelle. Donc Team Solar, ce sont des groupes de travail qui se penchent pour expérimenter ces problématiques. Donc voilà, donc T+T, le concept qui sort de notre travail collaboratif. Trois enjeux importants auxquels ce concept répond. L'enjeu de la rénovation énergétique des maisons existantes pour aller vers ce territoire durable. L'enjeu de la densification du territoire, donc limiter l'étalement urbain et contrôler notre implantation sur le territoire. Et enfin, une réponse aux enjeux sociétaux à travers de la pièce à partager. Donc on rénove une maison existante, on vient construire une nouvelle maison dans le jardin et entre les deux, on installe un espace partagé. Et ce concept qu'on avait développé, on l'a expérimenté en Bretagne sur différents territoires. Donc, premier territoire, c'était à Collinet, sur cette maison en pierre des années 1900, où on proposait le concept T+T. Donc, c'est un semestre avec des étudiants. On a développé le T+T sur cette commune de Collinet. On a également travaillé sur un autre type de patrimoine, ces maisons des années 50-70. Donc ça, c'était un patrimoine qui appartient toujours au bailleur social Néo-Toa. Et T+T s'est un petit peu transformé en fonction des contextes, des enjeux. Vous verrez aussi qu'il s'est transformé après dans un autre endroit en Chine. Et donc là, T+T, c'est devenu... on n'était plus sur la maison de Bourg-Barré, on n'était plus dans la construction d'une maison dans le jardin, mais plutôt une surélévation d'une maison existante. Et puis à Rennes, dans le quartier de Villebois, T+T permettait de constituer une réflexion sur un écoquartier peu nouvelle génération dans la ville existante, avec des enjeux de densification douce à l'échelle de la métropole de Rennes. Et puis donc des groupes de travail qui réfléchissent à des problématiques liées au bâtiment durable. Donc là, on a un groupe de travail qui se penche sur la question des matériaux de demain et qui a développé cette recherche sur l'ardoise de demain. Donc, vous savez que l'ardoise, c'est le matériau de référence breton. Mais aujourd'hui, il provient de Chine, d'Espagne. Donc, dans une logique de développement durable, on va essayer de limiter les transports et l'énergie qui est associée. On s'est un petit peu posé la question, qu'est-ce qui pourrait remplacer l'ardoise? Et on a développé un projet à partir d'un déchet, la paille de lin. Le lin faisant aussi le lien avec la Bretagne, puisque le lin était la richesse de la Bretagne au XVIIe siècle. Et on développe, donc c'était 6 étudiants des 4 établissements, de l'école d'architecture, de l'INSA, des Beaux-Arts, du lycée Joliot-Curie, qui ont développé, conçu et fait financer ce projet de prototype d'ardoise qui a été installé sur le prototype bêta. Et vous voyez ici la réalisation concrète. Et puis un travail sur des teintes différentes, un travail de design pour une vraie commercialisation. Et ça a été financé par une campagne de crowdfunding qu'avaient lancé les étudiants. C'est aussi des enjeux autour de la bioclimatique et de l'énergie. Donc on a un groupe de travail qui réfléchit à la question du modèle bioclimatique adapté au climat breton. Donc c'est une bonne exposition, une bonne isolation. C'est l'enjeu de la qualité de l'air. Donc on a, nous, une sensibilité autour de la ventilation naturelle, un système low-tech qui permet de renouveler de manière très satisfaisante l'air intérieur des logements. Et les enjeux d'énergie positive, le bâtiment producteur d'énergie, sa redistribution à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville, au travers des scénarios de smart grids. Et puis aussi un groupe de travail sur la question du bâtiment durable à coût abordable, parce que c'est un des enjeux importants aussi pour aller vers ce territoire, cette transition écologique, énergétique, le modèle économique. Et donc, à travers de T+T, on a apporté une réponse, puisque en vendant une partie du terrain
pour construire une nouvelle maison, dégager un revenu foncier qui peut permettre de participer au financement de la rénovation de la maison existante. Et au travers de ce projet, on rencontre aussi des acteurs qui se posent aussi ces questions. La question de financement de la rénovation énergétique des maisons existantes, c'est un vrai sujet. Donc il y a un acteur, Energy Sprong, qui est un acteur hollandais, issu d'une démarche Solar Decathlon, qui propose des solutions autour de ces sujets. Donc voilà le prototype bêta qu'on développe en 2016. Et puis, fort de toute cette expérience, on présente tout ça à nos amis chinois de deux universités. Et puis vient le projet JIA+. Donc je vais laisser la parole à Nathanaël, qui va vous expliquer la suite de l'histoire. Bonjour à tous, Nathanaël, chargé de mission au sein de la team Solar Bretagne. Effectivement, en 2016, l'association dépose un dossier de candidature auprès du comité d'organisation de la compétition Solar Decathlon, et dossier qui a été retenu pour participer à cette grande aventure. Et alors on s'est posé la question, avant de déposer le dossier, un projet en Chine, il faut qu'on s'associe à des écoles chinoises pour répondre vraiment très parfaitement aux enjeux chinois. Et là, deux entités sont venues à nous. Évidemment, l'université de Xiamen, qui est partenaire historique de l'école d'architecture pour les échanges internationaux, donc qui est devenue la tête de proue du projet en Chine. Et une deuxième université, l'université du Shandong, qui est donc la province jumelée avec la région Bretagne, qui a souhaité s'attarder plus sur les questions techniques et thermiques de la maison. Donc ces deux entités, plus 5 établissements de la team Solar Bretagne, ont formé la team JIA+, en 2016. Et notre première rencontre a été un workshop en juillet 2016, où nous sommes allés proposer et présenter quelques éléments développés par Team Solar Bretagne. Et tous ensemble, on a retravaillé un petit peu tout ça pour former le projet JIA+, pour participer à cette compétition du Solar Decathlon en août 2018. Donc bonsoir à tous, moi je suis étudiant en 3e année à l'école d'architecture. Donc le Solar Decathlon, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une compétition qui a été lancée par le ministère américain des énergies dans le but de promouvoir la recherche et l'innovation dans les milieux de l'énergie renouvelable et dans les milieux aussi de l'habitat passif. donc on est participant donc à la prochaine édition qui se tiendra à l'été 2018 en Chine. Donc pourquoi Solar Decathlon? Solar puisque le prototype doit utiliser l'énergie solaire comme principale source d'énergie, et Decathlon puisque ce dernier, tous les prototypes sont jugés selon 10 critères. Donc ici vous pouvez voir le futur site de la compétition. Donc la compétition se déroulera à Dezhou, qui se situe dans la province du Shandong, et la province du Shandong qui est donc jumelée avec la Bretagne. Donc on voit ici donc les différentes parcelles des participants, avec la nôtre qui est au fond, entourée en jaune. Donc dans l'agenda prévisionnel du projet, il faut savoir que le chantier a commencé début 2017. Donc le chantier donc, a découlé de toute l'étude de T+T qui avait été qu'Olivier a parlé juste avant. Pardon. Et donc ensuite, ce chantier est désormais hors d'eau, hors d'air, et il y a encore beaucoup de points techniques encore. Et donc en ce moment même, le prototype est en phase de test dans l'optique donc de participer à ce Solar Decathlon Chine 2018 qui se déroulera donc à partir de juillet 2018. Voilà. On va introduire ensuite sur le contexte et ce qui découle du projet JIA+. Bonsoir, Alban Cafajoli, je suis la trésorière de l'association Team Solar Bretagne et je suis étudiante à l'école d'architecture, un double cursus avec l'INSA. Donc sur le projet JIA+, donc l'équipe a créé le projet JIA+, en se basant du projet sur le concept de T+T. En fait, dans l'analyse du territoire chinois, on s'est rendu compte que le patrimoine en fait, chinois était en danger. En Chine, il existe des villages qui sont des villages urbains et des villages ruraux qui sont composés de maisons traditionnelles qui ont
qui sont très spéciales, qui ont une architecture, qui sont une architecture de toit, qui sont presque des œuvres d'art en elles-mêmes. Et on se rend compte aujourd'hui que ces villages sont menacés. On peut compter jusqu'à 300 villages qui disparaissent chaque jour. Donc dans notre réflexion, on voulait, c'était très important pour nous de travailler sur la préservation de ce patrimoine. Donc dans la ville de Chiémène, on s'est rendu compte qu'il y avait un de ces villages urbains et on a trouvé une parcelle sur laquelle on s'appuie et on se sert de contexte pour concevoir notre projet, notre prototype. C'est des images pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce contexte. Donc la maison, toute la parcelle. Donc en fait, il y a une maison ancienne et il y a aussi une partie qui est plus neuve. Donc la partie ancienne, et la partie plus neuve qui est faite un peu de tout et de rien. Le principe étant qu'on vient rénover la maison ancienne pour créer en fait du tourisme. Et ce tourisme nous sert d'outil pour déjà montrer et faire connaître ce patrimoine et qu'on prenne conscience de son importance. Et aussi de créer une activité dans ces quartiers. Donc le principe, c'est que les touristes viennent dans la maison ancienne et les personnes qui logent aujourd'hui dans ces maisons-là vont être relogées dans une nouvelle maison qu'on crée sur la même parcelle. Ce principe-là, ça permet de garder les habitants plus sur place. Et ça, c'est important parce que ça fonctionne dans le contexte urbain, mais aussi dans le contexte rural, où on a des personnes âgées qui logent dans ces maisons-là. Et donc, ça permet de les maintenir à domicile. L'autre point, c'est que du coup, on ne vient pas simplement poser une maison juste à côté de l'ancienne. C'est aussi de créer des jeux d'espace avec les extérieurs et de nous aussi créer une architecture avec une architecture de toiture. Voilà, et juste pour recentrer un petit peu le propos et bien être clair dans ce qu'on fait, il y a la compétition d'un côté et il y a le projet que nous avons développé avec l'Université de Chiémène de l'autre. Ce projet est basé sur une parcelle réelle, donc celle que vous avez ici, à Chiémène, et on a extrait de ce projet un prototype donc, qui a été modifié par rapport au projet imaginatif sur la parcelle, qui a été modifié pour répondre aux exigences de la compétition Solar Décathlon. Des exigences de taille, des exigences de programme, des exigences d'usage, qui font que le prototype n'est pas forcément le projet imaginé sur la ville de Chiémène. Et ce prototype a été construit cet été à Chiémène. Donc c'est pour pas que vous mélangiez, c'est plusieurs éléments. Ce prototype construit à Chiémène sera déplacé l'an prochain à Dojo, donc 1700 km sur des camions, et sera reconstruit sur le site de la compétition, donc en juillet 2018. Et alors pour rentrer un petit peu plus techniquement dans la conception de ce prototype, évidemment, on n'imaginait pas le construire sans les écomatériaux et les matériaux biosourcés. Et alors cette question en Chine, elle est assez complexe parce qu'aujourd'hui les filières, elles sont évidemment pas organisées. Trouver les bons matériaux par rapport au choix que nous avions fait, c'était pas la question la plus simple. Donc il a fallu adapter notre système constructif aux ressources locales. Donc par rapport au matériau principal, celui de structure, le matériau bois, nous avions à disposition sur place de la petite section de bois. Alors, les grandes sections sont très chères et difficiles à trouver. Donc, nous avons adapté un système avec des petites sections de bois qui, mis dans la balance avec une isolation en paille, que nous avons souhaité en paille, puisque la paille est un déchet. En Chine également, il y en a beaucoup. Paille de blé, en l'occurrence dans la province du Shandong, la province de la compétition, mais paille de riz dans le sud de la Chine. Les deux marchent l'un comme l'autre. Et toutes ces contraintes nous ont permis de créer un système de poutres-caissons, alors qui est composé de petites sections de bois qui permettent de fabriquer des poutres. Donc, on refabrique des poutres et toutes ces poutres refabriquent des caissons, des modules de maison. Donc, ça permettait de donner du travail à tout le monde,
puisque c'est les étudiants qui construisent la maison, donc il faut que le travail soit malgré tout accessible. Donc ce système a permis de donner du travail à tout le monde, à tous les étudiants, avec des travaux plus difficiles, plus simples. Et c'est un système qu'on a voulu adaptable à une filière de construction derrière, c'est-à-dire qu'il peut être réinterprété et devenir base pour une filière d'industrialisation de maisons bois en Chine, module bois, isolation paille, sur le contexte chinois. Et pour construire tout ça, on est évidemment accompagné de professionnels, les compagnons du devoir. Jonathan, si tu veux dire quelques mots. Jonathan était avec nous en Chine cet été et a dirigé le chantier. Il nous a appris les bons gestes. Il va vous parler de ces quelques gestes et des étapes qu'on a pu franchir pour construire ce prototype. Donc, bonjour à tous. Donc, Jonathan Taverny, je suis compagnon charpentier et c'est donc moi, aidé d'un deuxième jeune issu qui vient des compagnons. Nous avons donc géré le chantier, donc, la fabrication et le levage, l'assemblage sur site. Donc on commence par les poutres caissons tout simplement. Donc, vous pouvez voir sur la photo de gauche, on a l'ossature, donc les membrures en fait, de la poutre caisson, avec des étrésions pour pouvoir garder en fait, l'écartement. On a ensuite des panneaux d'OSB de chaque côté. Et ces poutres caissons sont remplies d'un isolant. À défaut d'avoir trouvé de la paille en vrac comme on le voulait, on a dû faire avec les moyens du bord, on s'est tourné vers des copeaux, qui sont aussi des déchets. Et il s'avérait que c'était tout aussi simple de mettre en œuvre. Donc une fois ces caissons remplis, on obtient des poutres qui sont à la bonne longueur. Donc après, on avait tout un listing, toute une liste de production. Donc c'était un travail qui était relativement abordable pour les Chinois, comme pour les jeunes étudiants français. Pardon. Pour les jeunes inexpérimentés, car il faut quand même dire que les jeunes français, ce qui était fort agréable, avaient quand même tous une première expérience due à la construction du prototype bêta. Donc ensuite, une fois qu'on a ces poutres caissons, on commence l'assemblage des murs ou du plancher. Donc on a décidé de le faire par vissage pour une question de sécurité, car en temps normal on utiliserait des cloueurs pneumatiques, donc un pistolet qui envoie des clous qui font entre 16 et 20 cm je dirais pour ce cas de figure, peut-être qu'il aurait fallu. Et on a plutôt décidé de se tourner donc, du coup, vers le vissage, car c'est quelque chose de simple, peu dangereux et pareil accessible pour tous. Donc ensuite, une fois qu'on a rempli ces modules, c'est dommage, il manque une étape. On dispose d'abord un panneau d'un premier côté, mais on voit d'ailleurs là le petit liseré vert du panneau qui se trouve en dessous, donc on les retourne et puis après commence le remplissage en paille. Là, on voit nos équipes d'isoleurs. Une fois que l'isolation est terminée, côté intérieur de nos modules, on va disposer donc un écran frein vapeur pour protéger l'isolant de la migration d'eau trop rapide de l'extérieur à l'intérieur. Voilà, et puis ensuite, on lève le mur, on le stocke à l'horizontale. Puis on passe au suivant. Donc là ici on voit l'équipe qui s'occupait de l'implantation sur le chantier. Donc ce sont bien évidemment, ces semelles sont adaptées pour la compétition de façon à être démontables, remontables et à être disposées rapidement. Donc là, une fois que tout ça a été implanté, on nous voit commencer à procéder au levage du plancher. Donc ce sont des modules qui sont quand même relativement lourds. Certains dépassaient la tonne et demie. Donc disons qu'il a fallu quand même être relativement prudent et pour cette opération, on a quand même décidé de s'orienter et de faire appel de demander à des professionnels chinois de venir en main forte pour nous aider. Car simplement à deux, ça aurait été trop compliqué à gérer entre la grue qui tourne, les étudiants
et nous-mêmes qui devons orienter tout ça. Enfin bref, pour des questions de sécurité et de simplicité, on a décidé de s'encadrer de 2 professionnels supplémentaires. Donc là, on voit un module de toiture en train d'être posé. Un module de toiture en train d'être réglé. Voilà. Voilà quelques images de la maison une fois le gros œuvre terminé. Donc le défi technique en fait dans cette maison également réside dans le fait qu'elle doit être démontée puis déplacée pour être remontée. À savoir que généralement les professionnels n'ont pas l'habitude de faire une maison pour la démonter, même pas 12 mois plus tard. Donc c'est avéré être un véritable casse-tête et nous a donné quelques migraines à plusieurs reprises. Et donc, je te laisse là. Voilà, donc cette première étape du chantier qui a permis de mettre la maison hors d'eau, hors d'air, c'est-à-dire qu'on a étanché la maison pour pas qu'il y ait des migrations d'eau et poser les fenêtres évidemment. C'est avéré pile poil dans le timing puisque s'organisait en Chine le mois franco-chinois de l'environnement, qui est l'événement franco-chinois qui promouvoit le développement durable en Chine et puis les associations franco-chinoises pour cette promotion du développement durable. Et donc on a été contacté par l'ambassade de France pour participer à ces événements, donner une série de conférences en Chine. Et notamment celle-ci, donc à Xiamen, qui a permis de créer un événement d'inauguration et qui a réuni donc tous les sponsors de l'équipe et tous les étudiants de l'équipe. Donc là, on n'a qu'une petite partie pour permettre de faire visiter déjà la maison en mode chantier et en phase chantier à de nombreuses personnes. Pour revenir un petit peu sur la conception de la maison, évidemment, on a mis en avant la conception bloc-climatique. On se sert des gratuits, que sont le vent, la pluie et le soleil pour apporter en premier temps chauffage par rayonnement solaire, ventilation naturelle pour permettre de renouveler l'air à l'intérieur de la maison. Mais les conditions chinoises ne sont pas les conditions bretonnes et les conditions notamment du Shandong et de Dojo, qui sont celles de la compétition, sont assez extrêmes. On a du moins 10 l'hiver jusqu'à plus 35 l'été, et des conditions d'humidité qui sont relativement importantes. Et dans la balance, on nous demande, dans le cadre de la compétition du Solaire Décathlon, de respecter des exigences, de respecter un 22-25 degrés à l'intérieur de la maison. On doit être inférieur à 60% d'humidité, et puis des questions de pollution de l'air et de qualité de l'air. Donc on voyait bien que le système bioclimatique passif n'allait pas suffire pour répondre à ces exigences, et donc il a fallu mettre en œuvre bien sûr un système thermique technique autour bien sûr d'une pompe à chaleur et d'un échangeur de ventilation double flux, tout ça régulé par des systèmes techniques et alimenté par la production solaire. Et puis on a conçu tout ça avec nos amis les ordinateurs qui nous ont permis de faire des exploits. Bonsoir, donc je suis Jonathan Hardy, je suis un ancien élève de l'école d'architecture et je suis BIM manager sur le projet. Donc je vais vous parler de la façon dont on a appréhendé le numérique dans le projet. On l'a appréhendé en 3 étapes. Donc premièrement le numérique pour concevoir, ensuite le numérique pour suivre l'usage du bâtiment, un peu comme une carte vitale du bâtiment, et ensuite le numérique pour présenter. Donc d'abord le numérique pour concevoir. Pour nous, il nous fallait un outil de collaboration puisque c'était le maître mot de l'association depuis sa naissance. Donc le BIM, c'était pour nous une évidence. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le BIM, pour simplifier, c'est un système d'information qui permet un dialogue entre plusieurs logiciels de façon transparente. Donc c'est-à-dire qu'on a une maquette en ligne, donc un fichier en ligne, qui permet à tous les logiciels de dialoguer. Donc on peut faire de la réalisation de maquettes, par exemple, on peut faire de la modélisation 3D, des études thermiques, utiliser la réalité virtuelle comme en phase de conception, donc comme test pour voir comment peut être le bâtiment quand on le conçoit. Et donc cette maquette BIM, elle vient vraiment caractériser notre prototype bêta, enfin notre prototype de projet, en donnant des informations comme l'épaisseur des murs,
Alors là, on peut voir, c'est une des vues de la maquette BIM. Donc on a des notions d'architecture. Là, on voit surtout de la charpente, mais on voit aussi des notions thermiques avec les fluides. On peut voir des notions d'énergétique. En fait, c'est comme si on construisait une première fois notre prototype, mais dans un nuage, voilà, pour reprendre le terme. Et ça permet aussi de définir des nouveaux usages, dont Patrice va vous parler. Si tu veux bien venir. Bonjour, donc Patrice Barbel, je suis enseignant à l'Université de Rennes. Donc une domotique connectée pour assurer à la fois l'efficacité énergétique du bâtiment et le confort de l'habitant. L'efficacité énergétique du bâtiment parce que sur l'enjeu du concours, on doit être bâtiment énergie positive pendant 15 jours, ma foi. Et notre domotique doit pouvoir donc non seulement assurer cette efficacité et ce confort, mais aussi simplicité d'usage et simplicité d'installation. Alors, pour répondre aux différents partages de l'énergie au cours de la compétition, que sont par exemple la mobilité électrique, la cuisine, le loisir, mais aussi des éléments plus techniques comme la climatisation ou l'éclairage, il faut qu'on assure aussi une température ambiante telle que vous l'avez cité tout à l'heure, avec des contraintes quand même sévères, parce que globalement, il fait toujours moins chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur pendant la période de la compétition. Il fait aussi moins d'hygrométrie globalement à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc ça nécessite à ce moment-là des apports énergétiques conséquents pour pouvoir répondre à ces contraintes. Mais aussi des éléments de qualité de l'air, que ce soit en termes de CO2, parce que pendant la compétition, non seulement on aura des épreuves très spécifiques comme assurer des repas, des soirées, etc., mais on aura aussi à assurer des visites tout au long de la compétition. Ils annoncent 2 millions de visiteurs, j'espère qu'on n'aura pas 2 millions dans notre propre prototype. Et donc ça veut dire des enjeux très contraints en termes de qualité de l'air, on a des contraintes là-dessus aussi. Aussi en termes de particules fines, c'est peut-être aussi très spécifique à la Chine. Et là, donc, on doit aussi assurer des capteurs, etc., pour pouvoir contrôler et vérifier. Les étudiants, jusqu'à maintenant, ça a été des étudiants ingénieurs qui ont travaillé sur ces sujets. Ils ont développé des interfaces qui doivent devenir des interfaces simples d'usage pour l'occupant, mais aussi des interfaces qui permettent de contrôler la performance effective pendant la compétition, parce que même 50% des points à obtenir sont quand même liés à la performance technique, qui sont en interaction entre les activités qu'on peut faire et les caractéristiques techniques, mais aussi les conditions extérieures qu'on doit prendre en compte. On a fait le lien à la maquette numérique parce que la maquette numérique en phase de conception nous permet déjà de prédéterminer le fonctionnement du bâtiment. On l'a vu qu'on pouvait, par simulation, prédéterminer ses caractéristiques et donc choisir les équipements pour aller vers l'efficacité que j'appellerais active, c'est-à-dire en situation. Mais aussi, ce qui va être important, c'est qu'au-delà de la simulation avant qui nous a permis de concevoir, l'enjeu aussi est de pouvoir anticiper les usages qui sont déjà plus ou moins prédéterminés pour pouvoir en temps réel justement faire les bonnes stratégies énergétiques pour assurer justement le bâtiment énergie positif. Voilà, si je regarde ma feuille, j'ai à peu près tout dit. Hein. Je passe la parole à Kylian. C'est Kylian. Donc bonjour, je suis Kylian Martin, donc je suis étudiant à l'UT de Rennes et au lycée Joliot-Curie. Donc je m'occupe de l'aspect génie électrique. Donc la production d'énergie, la consommation qui se doit d'être minimisée, et puis la gestion technique de la maison. Donc on a une production solaire photovoltaïque avec 70 mètres carrés de panneaux installés en toiture, qui vont nous permettre normalement de faire face à notre consommation d'énergie, puisque dans la compétition, on nous impose d'avoir un bilan énergétique positif, c'est-à-dire une production d'énergie qui va être supérieure en fait à notre consommation. Une mobilité aussi associée donc à une borne de recharge qui sera rechargée, enfin la voiture sera rechargée par les panneaux photovoltaïques. Une armoire électrique sécurisée et intelligente en fait, puisqu'on va avoir différentes gestions, la gestion de l'éclairage et puis la gestion du pilotage, et on dit sécurisée puisqu'on a des moyens de protection des personnes avec des équipements basse consommation. Voilà, je vous laisse avec monsieur Olivier qui vous parlait des problèmes de compatibilité. Bonsoir, Alain Olivier, donc j'ai géré
Les étudiants donc, de BTS électrotechnique, là c'est pas des étudiants ingénieurs, sur l'aspect justement de l'armoire, donc l'aspect énergétique, des fonctions à remplir qui permettent d'alimenter effectivement la maison bioclimatique. Donc au départ, la commande c'était pour nous de réaliser un prototype qui calerait un peu les fonctions et qui permettrait de faire un modèle équivalent en Chine, puisqu'il y avait déjà au départ des problèmes peut-être possibles d'acheminement des matériaux peut-être. Donc c'était plutôt développer, rechercher les fonctions à assurer par rapport aux critères du concours et par rapport à ce qu'on devait gérer pour les contraintes qu'on vient d'expliquer. Il s'est avéré que l'armoire, au final, elle a évolué vers une armoire qui était celle qui allait être à poser dans le bâtiment que vous avez vu tout à l'heure, qui a commencé lui à être construit. Il y a eu quelques petits soucis, donc on a développé des choses. On a échangé, alors c'est important parce qu'on disait tout à l'heure, c'est un échange avec aussi d'autres étudiants, et, par exemple, et de l'ESIR et aussi des étudiants chinois. Donc on a échangé sur une plateforme pour donner les éléments de ce que nous on fabriquait au fur et à mesure, de ce qu'on concevait. Et il s'est avéré que l'armoire devait être donc envoyée là-bas. Et il y a eu, par rapport à ça, quelques petits soucis d'expédition d'envoi, parce que acheminer une armoire, un équipement complet en Chine, ça pose quelques petits soucis. Donc l'armoire n'a pas pu, en clair, elle nous est revenue. Donc elle est revenue dans l'état de ce qu'on avait finalisé. Donc là, il faut qu'on repense des choses, puisqu'effectivement, les Chinois là-bas, eux, ont avancé sur l'équipement qui sera à installer dans la maison. Et donc nous, on va poursuivre avec Patrick Dorbel, avec les IR et avec les étudiants de BTS et de licence, pour permettre de compléter peut-être leur équipement, de voir, pour aboutir. Donc c'est pour ça qu'il y aura un déplacement en décembre pour permettre d'aboutir sur l'autre partie qui est l'aspect de gestion énergie, récupération d'énergie produite pour faire cet équilibre de production-consommation. Voilà. Donc pour revenir au numérique, la troisième phase, la phase de présentation, tout à l'heure on vous a parlé du contexte. C'est super important, que ce soit en écologie en général, mais même en architecture, d'avoir un contexte, de ne pas construire un bâtiment objet qui soit au milieu de nulle part. Et le problème, c'est que pour la compétition, on construisait notre maison au milieu d'un champ parmi d'autres maisons, dans un campus artificiel qui n'a pas de contexte ni urbain ni social. Donc on a cherché un moyen de restituer ce contexte, de réhumaniser un petit peu notre prototype. Donc on a utilisé un outil qu'on avait utilisé en phase de conception, qui est la réalité virtuelle, pour reproposer le contexte de la ville de Xiamen. Donc on a remodélisé la ville en 3D, on a fait des enregistrements de son. Je ne sais pas si on va l'entendre ce soir, mais voilà, le but c'était vraiment de rendre un peu plus vivant, un peu plus lié au réel notre prototype. Donc on va vous faire une démonstration tout de suite. Hop. Quelques secondes d'installation. C'est bon. Tac. Donc cette démonstration de réalité virtuelle sera proposée aux visiteurs évidemment du prototype lors de la compétition et permettra à chacun de se rendre compte de l'implantation d'un projet, du projet dans le contexte de la ville. Alors là, vous allez voir modéliser une partie du quartier qui a été sélectionné pour réaliser la parcelle. Donc Jonathan est présent dans la 3D que vous voyez devant vous à travers les lunettes Vive. Donc une partie du quartier environnant a été modélisée. Et vous voyez ici la maison avec ses toits courbes reliés à notre prototype. La maison ancienne modélisée en face de notre prototype. Alors Jonathan est là dans la cour entre les deux maisons. Donc ça c'est une version, on va dire, bêta du travail qui sera présenté l'an prochain, qui sera bien sûr plus complet et qui nous permettra aussi de visiter la maison ancienne. Donc ça nous permettait déjà, dans ce travail de conception dont vous a parlé Jonathan, de visiter le prototype qu'on a conçu et de valider les choix d'espace, les choix de lumière, puisque Jonathan, tu peux montrer aussi que... Alors là, tu es dans la chambre. Bug de mouvement. Donc bien sûr d'appréhender l'espace 3D à travers les lunettes, mais aussi d'appréhender la lumière.
puisqu'il nous permet de gérer l'éclairage artificiel en période de nuit, puisqu'il y a aussi une dimension temps qui permet à l'utilisateur de choisir à quel moment de la journée nous nous situons, les impacts bien sûr du soleil sur le projet. Voilà. Donc c'est des outils ludiques qui permettent à tout le monde et aux non-initiés surtout de prendre connaissance d'un espace. Bon là il fait nuit, vous voyez il n'y a pas de lumière, donc on voit rien. Voilà, donc c'est aussi une méthode assez simple de se représenter la 3D plutôt que sur un écran, mais cette fois à travers des lunettes. Donc l'idée, alors on a la réalité virtuelle et on est aussi cette année en train de faire un prototype de réalité augmentée. Donc cette fois-ci, on a des lunettes transparentes qui viennent afficher en surimpression des informations sur la maison. D'ailleurs, les étudiants sont juste là-bas, ceux qui sont censés bosser dessus. On est censé, le but, c'est le jour de la compétition de pouvoir expliquer à tout le monde, y compris aux simples visiteurs, comment et pourquoi on a conçu notre maison, de quelle façon, quels ont été nos choix. Donc c'est-à-dire que toute la conférence qu'on vous a montrée ce soir, alors peut-être pas aussi détaillée, mais tout ça, on va essayer de l'expliquer, de le raconter par le biais de ces technologies-là et de ces expériences-là. Voilà. Quelques petites images qui vous permettent de vous rendre compte un petit peu du chantier. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce que je vous ai dit que la maison était hors d'eau, hors d'air, mais c'est pas tout. Il nous reste pas mal de travail sur place, de finalisation du chantier d'abord. On a tout le revêtement de finition intérieure à mettre en œuvre, le bardage extérieur, qui est aussi un sujet de réflexion là, d'un groupe commun de travail ce semestre. Celui-ci n'a pas encore été décidé. Et de nombreux autres travaux énergétiques, donc bien sûr la mise en place du câblage électrique qui n'a pas été terminé, l'installation des équipements thermiques, techniques, et surtout une phase de test qui va nous permettre de mettre en tension la maison, de vérifier que notre conception a fonctionné, de faire les modifications éventuelles s'il y a besoin. On s'est rendu compte que par exemple la cuisine manquait de lumière. Eh ben, on va percer un Velux dans la cuisine, par exemple, ou d'autres solutions. On est encore en train de réfléchir aux diverses solutions. Mais ça nous permet d'avoir cette année d'avance et permettre de répondre aux problématiques qu'on a pu rencontrer. Et donc, l'équipe repartira en Chine en mai prochain. L'équipe augmentée, parce que j'espère que parmi vous, il y en a qui vont bien vouloir nous rejoindre, terminer ce chantier et participer à la compétition. On termine le chantier, on démonte la maison. Il y a à peu près 1700 km, donc on va compter 15 jours de transport sur les camions, 15 jours de remontage et la compétition qui aura lieu en août. 15 premiers jours de compétition où là la maison est monitorée, c'est-à-dire qu'il y a des capteurs qui permettent de mesurer la capacité de la maison, et 15 jours d'exposition au grand public et de visite. Et la compétition, c'est pas tout. Le comité d'organisation nous a déjà annoncé que nos travaux sur les prototypes et nos travaux sur le contexte chinois allaient pouvoir être, en tout cas pensés, en tout cas peut-être proposés à des villages chinois, donc une centaine de villages, alors soit des villages patrimoniaux, mais aussi des villages plus récents, sur lesquels les divers concepts des 22 équipes vont pouvoir être expérimentés. Donc le Solar Décathlon, ce n'est jamais une finalité, c'est toujours aller plus loin grâce aux solutions proposées par les étudiants et surtout proposées par les partenaires des équipes, parce que je pense que sur le site de la compétition, il y aura plus de 2000 partenaires entre toutes les équipes. Ces partenaires mettent en avant des innovations, parfois qui ne sont même pas commercialisées, donc qui permettent derrière des développements de produits, des développements de technologies. Ça, c'est le travail futur de la Team GR, mais il y a le travail futur de la Team Solar. Merci Nathanaël. Bonsoir, Marie Artig-Picrel, donc je suis architecte et enseignante à l'ENSAM et j'encadre avec Philippe Medec les étudiants de master au prochain semestre, et je fais aussi partie de l'équipe pédagogique qui a encadré les étudiants. Donc là, le Solar Décathlon est dans sa dernière phase. Vous allez compétiter l'été prochain. Mais nous, on continue notre aventure pédagogique, toujours sur le thème de la maison.
Donc on avait commencé avec T+T. L'idée, c'était vraiment de dire qu'il faut s'intéresser au programme de la maison parce que c'est un vrai outil d'aménagement du territoire. Pour T+T, c'est donc suite à un constat sur le territoire breton, les étudiants ont souhaité travailler sur la maison parce que pour eux, c'était la clé d'une politique de revitalisation des centres-bourgs et qu'il fallait identifier les zones, les parcelles qui pouvaient être éligibles à la rénovation et à la densification de leur terrain. Donc voilà, c'était la posture théorique, c'était vraiment de dire la maison individuelle est un vrai outil d'aménagement du territoire. Ensuite, il y a eu l'appropriation par l'équipe Chine, qui s'est approprié le concept avec la dimension touristique qui était plutôt adaptée au concept chinois. Et là, maintenant, avec une nouvelle génération d'architectes, on travaille toujours sur le thème de la maison, mais la maison de constructeurs, de maisons individuelles. En fait, on a monté un partenariat avec la DTTM 56, et notamment avec Ludovic de Vernay, qui est la personne qui est en charge du service de développement des études prospectives et innovantes en termes d'aménagement du territoire. Et donc lui nous a proposé de mener une réflexion sur la maison de constructeur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui façonne la plupart de nos paysages, puisque 70% de l'offre de logement est produite par la maison individuelle et par les maisons de constructeurs. Et donc ce modèle de maison de constructeur, aujourd'hui, il a trouvé son modèle économique. Il est largement développé et massifié depuis 50 ans. Mais les formes bâties qu'il propose et les tissus urbains qu'il propose ne sont pas aujourd'hui à même de répondre à la transition écologique de demain que l'on souhaite pour nos territoires. Et donc, voilà, on demande à nos étudiants de Master 1 et de Master 2, pendant ce semestre, là, le semestre qui vient juste de commencer, de travailler, de réfléchir à ce que pourrait être la maison innovante de demain en 2080. Et donc, pour qu'ils s'affranchissent de la manière de faire de la maison individuelle aujourd'hui, on leur demande de travailler sur l'évolution des modes de vie et d'imaginer quels seront les modes de vie en 2080 qui vont pouvoir influencer les typologies de maisons et renouveler la production de maisons. Donc on leur demande de faire notamment un projet de 12 maisons innovantes et durables, c'est-à-dire innovantes et durables, on entend par là bioclimatiques, préfabriquées et innovantes pour l'intégration des modes de vie. Et que l'on reconsidère l'habitant, l'usager au cœur de la conception architecturale. Merci Marie. Et puis, dernier élément, on n'aurait pas fait tout ça sans le soutien de nos nombreux partenaires, que ce soit nos partenaires internationaux, chinois ou français. Bonjour, Thierry Bazin, directeur délégué des formations au lycée Joliot-Curie. Avant de parler des partenaires, on va bien sûr les remercier parce qu'on va rentrer un peu dans le détail. On tient à revenir en même temps sur ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est il y a le solar, mais il y a aussi l'après-solar. Donc au départ, lorsqu'on est lancé dans cette dynamique, c'est principalement d'une vision d'après-solar justement et de collaboration entre les écoles. Donc il y a différents projets qui sont arrivés, on n'en parlera pas forcément, mais il y a plein de projets qui arrivent en ce moment. On va être obligé de faire même trop de projets, donc on est obligé de faire le choix entre tout ça pour continuer l'aventure. Et puis on a tous appris à se connaître. Alors, pour revenir sur l'équipement électrique, là c'est assez marrant, c'est simplement, vous voyez, on est dans la réalité. Il y a des normes en Chine qui sont, on appelle les normes CCC, très difficiles, c'est-à-dire qu'ils sont très protectionnistes. Et lorsqu'on doit envoyer des équipements en Chine, ça coûte le coût, simplement pour labelliser l'armoire, coûte 50% du prix de l'équipement électrique. Donc là, on a d'autres solutions. On va envoyer des éléments, puis des étudiants et des enseignants vont partir prochainement. Alors, on tient à remercier, bien sûr, je ne sais pas si tu as prévu les institutionnels. Je commence peut-être par les institutionnels. Donc, on tient à remercier la région Bretagne qui, depuis le départ, nous a soutenus. C'est un gros partenaire qui nous a fait confiance parce lorsqu'on part au départ sur des projets de ce type-là, ils ne savent pas où on va aller, ils ne savent pas si ça va fonctionner.
Bien sûr, on a, quand on dit la République française, c'est principalement l'ambassade de France aussi qui est avec nous, puisque c'est intermédiaire avec la Chine, qui nous a beaucoup aidé sur le territoire. Vous imaginez bien qu'il y a plein de soucis de travailler avec un autre pays, et surtout comme la Chine, c'est très compliqué. Il y a bien sûr le ministère de la Culture et de la Communication qui est rattaché, bien sûr, puisque l'école de l'ENSAB est rattachée à ce ministère, donc il nous a financé aussi. L'ADEME, on va prendre et puis des mécènes, Rennes Métropole, qui est un acteur aussi, et qui aujourd'hui s'intéresse beaucoup à ce qu'on fait, puisque, on peut peut-être en parler, c'est-à-dire que là, ils sont en train de réfléchir, ils nous demandent de faire une étude sur la deuxième couronne de Rennes, avec un nouveau concept. Vous voyez, c'est encore de nouvelles choses qui partent. Donc je ne vais pas tous les citer, mais il y a puis plein de partenaires qui arrivent. Et puis il y a des partenaires, il y a des mécènes, bien sûr. Caisse d'épargne, alors je viens qui était avec nous aussi, parce que ce qui est important, c'est les aspects financiers. Tout ça, c'est pas de faire des projets pour du projet. Il faut que ce soit crédible aussi financièrement. Donc la Caisse d'épargne était avec nous depuis le départ. Dans les autres partenaires, donc il y a des partenaires chinois, donc je ne vais pas les citer. Hein. On est en France, ils sont là. Les partenaires importants pour nous, c'est Leroy Merlin. Alors, ce qui est très important, ce qui est très intéressant avec le Merlin, c'est que ce partenariat n'est pas forcément qu'un partenariat de financement sur un projet chinois. Là, on est dans une démarche avec le Merlin qui va largement au-delà, puisque la semaine dernière, tous nos étudiants étaient réunis pour avoir une réflexion sur la ville en 2050. Donc on travaille sur notre travail prospectif avec Leroy Merlin, et puis on a des équipes qui partent à Lille chez ADO, parce que c'est rattaché à ADO, qui ont travaillé avec les acteurs de Leroy Merlin pour avoir une autre idée de réflexion aussi sur la ville de demain, sur les objets connectés, sur plein de choses. Donc on est dans un vrai partenariat, vous voyez, pas simplement donner de l'argent, on est dans un partenariat gagnant-gagnant avec cette entreprise. Donc je veux citer Leroy Merlin parce que c'est un très gros financeur c'est plus qu'un financeur, je dirais c'est un acteur avec nous qui est très proche. Alors bien sûr, après vous avez donc Sancias, Delta, Sangle, Ryzen, je ne vais pas tous les citer, en fait, qui nous suivent. Alors, par rapport à ça, pourquoi on parle des partenariats? Parce que vous imaginez bien qu'un projet comme celui-ci, ces projets coûtent très cher. Si on les chiffre côté français, côté chinois, on peut donner la somme, hein, puisqu'en français c'est 600 000 euros, en chinois c'est pratiquement 600 000 euros. On arrive, en gros, je vois Olivier on n'est pas loin d'1,2 million en gros sur le projet, et puis dépassement. Alors quand on parle de ça, donc aujourd'hui, la grande partie est financée, et bien sûr, si des entreprises veulent venir encore avec nous, c'est encore possible sur la compétition. Voilà, donc je crois que je devais clôturer par rapport aux partenaires, voilà, c'est fait. Avant de boire un verre tous ensemble et continuer à discuter de manière un peu informelle, peut-être qu'il y a des petites questions, des demandes de précision. Ça fait peut-être beaucoup de choses aussi, on est sur beaucoup de sujets, donc est-ce qu'il y a des questions? On va aller boire un verre, c'est beaucoup mieux. Pour la partie réalité virtuelle et BIM, on cherche quelques étudiants qui seraient motivés et surtout intéressés pour bosser un peu dessus, pour nous donner un coup de main. Et d'ailleurs, pendant le pot, si vous voulez venir essayer le prototype de VR, vous pouvez bien sûr. Voilà. Bon pot. Et puis, tant qu'à faire de chercher du monde, vous êtes les bienvenus en Chine l'année prochaine. Rejoignez l'équipe. Le plus dur du chantier est fait. Hein. Le jour de la construction bois est fait, donc c'est bon. Hein, c'est de la finition, de la scénographie, de l'exposition. Donc, vous êtes tous les bienvenus l'année prochaine en Chine pour finir le chantier et puis pour venir visiter les 22 prototypes du Solaire Décathlon.